Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV. Le MAG, vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes de questions et de réponses sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'anti-gaspillage. Dans les cantines françaises, un tiers des plateaux repas part à la poubelle. Les établissements sont sommés de lutter contre ce gaspillage alimentaire. État des lieux. Dans un instant, avec Mathilde Vessels, le but est clair, très clair. La mission délicate, comment sensibiliser les enfants, mais aussi les parents et aussi le personnel de cantine. Avec quel message et surtout quelle pédagogie? Là aussi, on se posera ces questions. Le gaspillage alimentaire, sujet ô combien complexe, car cela touche l'ensemble de la chaîne alimentaire. Fort heureusement, eh bien, il existe des solutions et vous verrez que bon nombre d'initiatives œuvrent dans ce sens. On est en plateau avec Jérôme Perrin. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes fondateur de Love Your Waste et Juliette Pochard est également en ligne avec nous. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable éducation chez Too Good To Go. On parle de tout ça dans un instant, juste après la loupe. C'est avec Mathilde. Mathilde Vessels. Oui, bonjour. J'ai l'accent américain aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit peu l'accent américain. Le gaspillage alimentaire, dites-nous, c'est quoi? Alors, pour commencer, je vous propose déjà de reprendre les bases. Qu'est-ce donc, justement, que le gaspillage alimentaire? Alors, c'est la perte de nourriture initialement prévue pour la consommation humaine qui est totalement perdue. Elle peut déjà être perdue à la suite de beaucoup de facteurs. On commence avec les champs, déjà, avec des fruits et des légumes qui sont souvent jugés trop petits, trop gros, trop moches, et donc ils sont jetés alors qu'ils sont tout à fait comestibles. Ensuite, pendant la période de stockage, de la production, du transport. Et puis ensuite, vous avez évidemment le magasin et puis finalement le consommateur qui participe à ce gaspillage alimentaire. Il faut savoir que ça correspond chaque année, c'est absolument énorme, à 1,3 milliard de tonnes de nourriture, soit un tiers de la production alimentaire mondiale qui est donc jetée. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait dans les cantines scolaires? Eh bien, dans les cantines, pour parler encore de chiffres, c'est un tiers des plateaux qui part à la poubelle. Et pour parler d'argent, ça représente entre 30 et 40 000 euros. C'est la raison pour laquelle, en 2015, la loi de la transition énergétique a rendu obligatoire pour les écoles des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des cantines, et ce d'ici 2025, donc 10 ans pour régler un peu ce problème. Et plus communément, c'est une loi donc appelée la loi Egalim, et donc des initiatives sont mises en place, par exemple le pain. Je vais vous parler d'un proviseur d'un collège qui se situe dans les Côtes-d'Armor. Il explique avoir placé le pain à la fin du self-service. Pourquoi? Parce que les élèves, ils arrivent, ils se jettent évidemment sur le pain parce qu'ils ont faim, ils savent pas ce qu'ils vont manger. On l'a tous fait, et donc ils arrivent à la fin, il y a 2-3 bouts de pain sur le plateau et ça part à la poubelle. Donc voilà. Et puis on le sait évidemment, entre les enfants et les légumes, ce n'est pas vraiment une grande histoire d'amour. C'est pour ça que dans ce même collège, les légumes et les crudités sont en libre service. Comme ça, les enfants, eh bien ceux qui aiment, ils se servent. Ceux qui n'aiment pas, voilà, ça sert à rien de gaver les assiettes des enfants de légumes s'ils n'aiment pas, évidemment. Mais le plus gros problème du gaspillage alimentaire dans les cantines, c'est ceux qui sont allergiques au verre? Alors, bon, on va pas non plus trop miser, si vous voulez, sur les légumes. C'est sûr, il faut éduquer les enfants, ça, c'est clair, c'est pas simple, donc voilà. Mais le souci, c'est évidemment des menus qui sont inadaptés, parfois dans les collèges, les écoles, une surestimation également des quantités achetées, et puis des portions pas du tout adaptées aux fins des élèves. Et des résultats positifs, quand même? Alors oui, en France, 1 millier d'écoles et de collèges qui se sont engagés ont en moyenne réduit leurs déchets de 20%, mais évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on va en parler avec vous. Tout de suite dans l'expression orale. Et on est en plateau, je vous le rappelle, avec Jérôme Perrin, qui est associé fondateur de Love Your Waste. Love Your Waste, c'est quoi? Love Your Waste est une structure qui organise chez tous les producteurs de déchets alimentaires le tri et la collecte et la valorisation à 100% de ce qui est collecté. Et comme nous pesons, la loi nous y contraint, tous les déchets que nous collectons, nous pouvons avoir une mesure précise, établissement par établissement, du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire de la part dans ce que nous collectons, qui ne sont pas des déchets incompressibles, qui sont des aliments qui auraient pu être consommés. Vous travaillez avec quels acteurs, notamment avec la région Île-de-France? Nous travaillons avec des lycées, avec des restaurants, avec des entreprises, avec des traiteurs, avec l'agroalimentaire et la grande distribution, mais l'enseignement représente 50% de nos clients. Juliette Pochard, je rappelle que vous êtes responsable éducation chez Too Good To Go. En termes de téléchargement, l'application, on parle de combien de téléchargements? Alors aujourd'hui, on a 11 millions d'utilisateurs en France qui ont téléchargé l'application. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Et on a environ 30 000 commerçants partenaires sur l'application. Quel est le but de cette application, avant de parler de cette école, effectivement, que vous avez fondée?
Alors, le but de l'application Too Good To Go, c'est de mettre en relation des commerçants alimentaires qui ont des invendus à la fin de la journée avec des particuliers comme vous, comme moi, qui peuvent en fait venir, grâce à l'application qui les géolocalise, venir récupérer ces invendus à petit prix sous forme de panier surprise. Donc, en fait, c'est vraiment gagnant à tous les points de vue parce que ça permet d'avoir accès à de la nourriture de qualité à petit prix, de faire un geste pour la planète en luttant contre le gaspillage alimentaire, et ça permet aux commerçants entre guillemets, d'éponger un petit peu ces pertes aussi et d'éviter de jeter à la poubelle. Après l'application Too Good To Go, vous avez décidé d'aller plus loin avec l'école Too Good To Go, si je puis dire? L'école anti-gaspillage? Oui, tout à fait. Donc, c'est plutôt un programme. Donc, en fait, la mission de Too Good To Go depuis toujours, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et de donner à tous des moyens simples pour agir. Donc, l'application, si vous voulez, c'est notre premier outil qui permet vraiment à tout le monde d'agir concrètement et simplement sur le gaspillage alimentaire. Mais en dehors de ça, on a toujours eu à cœur de sensibiliser tous les acteurs de la société, que ce soit les consommateurs ou les pouvoirs publics. Et pour aller plus loin, il y a environ 1 an et demi, on s'est dit que les consommateurs de demain, c'était les enfants et qu'il y avait donc quelque chose à faire avec les écoles pour aller au bout de cette sensibilisation. Et donc, j'ai créé un programme pédagogique. Donc, c'est pas vraiment une école, c'est un programme pédagogique qui s'appelle Mon école anti-gaspi, qui offre en fait aux acteurs éducatifs des écoles primaires, donc les enseignants, mais aussi les animateurs du périscolaire ou le personnel de la cantine, toute une série d'outils pédagogiques qui leur permet de mener des séances et des activités autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de mettre en place des projets dans leur cantine. Donc c'est un programme qui a été testé par une dizaine d'écoles pilotes depuis le mois de septembre. Et aujourd'hui, on a eu les retours des écoles pilotes qui sont très positifs et on est dans une phase d'amélioration pour proposer des outils qui sont encore plus pertinents. Et donc ce programme sera accessible à tous à partir du mois de mai de cette année. Donc c'est des outils qui sont 100% gratuits et 100% téléchargeables en ligne. Donc ça sera très facile pour n'importe quelle école de s'approprier ces outils. Jérôme Perrin de Love Your Waste, Mathilde Bessel, je le rappelais en introduction, 1/3 des plateaux repas part à la poubelle à la cantine aujourd'hui. Vous préférez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce que l'on a fait des progrès ces dernières années en ce qui concerne le gaspillage alimentaire à l'école? Alors, pour les écoles, moi je parlerai des écoles dans lesquelles nous intervenons. Bien sûr. Effectivement, ce qui est intéressant dans la mesure où notre action est quotidienne, le tri est quotidien, et donc les données que nous communiquons aux établissements sont régulières, et ce qui permet aux établissements de suivre l'efficacité ou non des bonnes pratiques que nous proposons. Bonnes pratiques que nous avons collectées au fur et à mesure sur le terrain, parce que les bonnes idées, il y en a beaucoup, oui, mais il faut les diffuser. C'est quoi les bonnes idées? Les bonnes idées, par exemple, il y a comment dire, puisque vous avez dit que vous aviez mangé à la cantine quand vous étiez élève, vous vous souvenez peut-être du bruit qu'il y avait dans la cantine. Imaginez... J'y étais pour quelque chose. Probablement. Perturbateur. Mais ce qui est problématique, en plus, c'est quand les murs trop carrés réverbèrent le bruit, et donc vous mettez une ambiance qui ne favorise pas au maintien. Ce qui fait que vous constatez, ce que nous faisons régulièrement, qu'en fait, alors que la pause méridienne par enfant devrait durer une demi-heure, l'enfant reste 5 à 7 minutes à table pour manger son repas. Donc c'est certain qu'il mange très peu de choses. La deuxième chose toute simple, c'est d'inciter les élèves à quitter leur manteau. Récemment, je faisais 2 séances dans un lycée et je me suis rendu compte que les élèves non seulement gardaient leur manteau, mais gardaient en plus le sac à dos. Imaginez de manger un repas. C'est vraiment pas une pause, là. Là, on n'en est pas en train de parler de la qualité du repas. Vous voyez, c'est des conditions physiques qui font que vous prenez le temps de vous poser. La troisième chose, c'est effectivement, vous l'avez cité dans votre présentation, madame, c'est le fait d'inciter les élèves à choisir, à ne pas se mettre dans une situation qui est souvent même la nôtre, nous adultes, quand on mange en restauration collective, on prend les plats de façon un peu mécanique. On discute avec son collègue et on ne fait pas attention. Il faut faire attention. Vous avez cité l'initiative dans les Côtes-d'Armor. C'est une initiative que nous développons très largement dans les établissements où nous intervenons. Nous allons même plus loin. Généralement, dans les restaurants scolaires,
les brodos sont remplis à des fontaines qui sont en dehors de la chaîne de distribution. Nous incitons à ce que le plateau de pain soit mis à côté des fontaines. Et c'est-à-dire que l'enfant, l'élève, parce qu'il n'y a pas que des enfants, l'élève doit réfléchir. Ça doit être un acte réfléchi. C'est-à-dire, j'ai besoin de pain. Et je me lève. Oh, c'est là-bas, tant pis. Finalement, j'en ai pas besoin. Donc, c'est toute une série d'actions pour rendre l'acte de composition du plateau comme un acte réfléchi plutôt qu'un acte instinctif. Juliette Pochard, vous aussi, vous avez fait le même constat. Les élèves, si je puis dire, sont un peu en mode fast-food. Ils restent habillés, limite avec leur cartable, et on boucle tout ça en l'espace de 7 à 8 minutes. Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être un petit peu moins le cas auprès des écoles primaires avec lesquelles je travaille. Moi, ce que j'ai pu constater dans certaines écoles, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne touchent pas au plat principal. Donc, ils vont exclusivement manger le dessert, le pain, parfois l'entrée. Mais le plat principal, quand c'est un peu mélangé, qu'il y a des sauces, etc., en général, ça arrive beaucoup qu'ils ne le touchent pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait assez surprise. Jérôme Perra. Madame a évoqué tout à l'heure le fait que les quantités servies ne sont pas compatibles en fonction du gabarit de convives. Plusieurs tailles de plats. Et même, je dirais, votre appétit, vous-même, nous tous, notre appétit change de jour en jour. Et donc, nous favorisons effectivement la notion, quand c'est possible, dans les lycées où il y a 1000 élèves et où donc parfois il peut y avoir 2 chaînes de distribution, nous préconisons qu'une chaîne soit dédiée à un petit écriteau grande faim et une chaîne petite faim. Et les assiettes ne sont pas les mêmes. Et ce qui fait qu'alors que les contraintes de service nécessitent un certain automatisme dans le service, si vous mettez une petite assiette, il est évident qu'on va mettre moins d'aliments dedans. On va favoriser en revanche le fait que le convive puisse se resservir si finalement il a faim. Et cette liberté, cette ouverture d'une certaine liberté par rapport à des actes trop mécaniques qui favorise effectivement la consommation des repas, quel que soit le contenu des repas. Qu'est-ce que vous préconisez sur le plan, j'ai envie de dire, technique? Est-ce qu'il faut faire l'acquisition d'un gâchimètre? Est-ce qu'il faut... Alors, tout ce qui peut permettre de valoriser, d'évaluer, de visualiser le gaspillage est effectivement de bonne pratique. Nous, d'une façon générale, nous savons que les écoles ont des budgets serrés. Donc nous ne préconisez pas forcément ça, quoi. Nous ne préconisons pas forcément de gros investissements. D'accord. Nous préconisons plutôt une prise de conscience et une implication de tous, et notamment d'une catégorie qui n'est pas toujours prise en compte dans l'éducation, puisque la pause méridienne, c'est souvent un acte, un département, comment dire, annexe d'une école, alors qu'en fait c'est un moment important. Clé de l'école. Et entre autres, encadré par des animateurs du temps périscolaire, eh bien, nous travaillons avec les animateurs du temps périscolaire. Ils sont là, c'est pas un coup en plus, mais le fait de discuter avec eux, le fait de leur montrer comment certains actes, comment il faut parler aux élèves, plutôt que de crier, et de risquer d'amplifier le bruit et donc le désagrément, eh bien, il y a aussi... Vraiment, c'est du bon sens, des actes simples, pas forcément des investissements, mais en revanche, des actes que l'on peut faire au quotidien. Question de Mathilde. Oui, j'ai une question pour vous, Jérôme, et puis à Juliette aussi, en Skype, qui est avec nous. Est-ce que le problème, surtout initial, du gaspillage alimentaire, c'est pas la qualité des repas? Juliette parlait justement que les élèves touchaient juste au pain, au fromage et à l'entrée, aux crudités en général, mais le plat principal, il est complètement boudé par les enfants. Est-ce que le problème, c'est pas tout simplement ce qui est proposé aujourd'hui aux élèves? Ce qui a toujours été le cas, d'ailleurs. Il est clair que le budget... Vous savez, un budget en école élémentaire, à Paris, par exemple, c'est 1,60 € de denrées. Vous voyez ce que vous allez faire avec 1,60 € pour faire un repas. Donc, c'est sûr que c'est des contraintes lourdes. Mais ce que nous sommes parvenus à faire avec les écoles qui sont avec nous depuis un certain temps, il y a des écoles où nous sommes depuis 6-7 ans, depuis le début, eh bien, nous sommes parvenus à réduire de 20, 30, 40%. Le maximum, c'est qu'on a pris un lycée qui était à 167 grammes de déchets, de gaspillage, pas de déchets, de gaspillage, et nous l'avons amené à 47. Et donc on l'a divisé par 4.
Ça représente 60 000 euros. 60 000 euros, à budget constant, le lycée peut passer des achats de gamme supérieure en moindre quantité. Je cite toujours l'exemple de acheter une tonne de tomates à 1 euro le kilo ou 500 kilos de tomates à 2 euros le kilo. C'est le même budget, mais vous avez 500 kilos de déchets en moins dans la poubelle. Et les tomates à 2 euros le kilo, il est évident, elles ont un meilleur goût. Eh oui. Donc mais c'est à la main des gestionnaires d'établissements. Ils ont la possibilité d'agir. Il faut simplement qu'ils retrouvent une marge de manœuvre. Et c'est un effet, c'est un cycle vertueux. Vous commencez par réduire le gaspillage, vous retrouvez une marge de manœuvre et vous évoluez petit à petit vers des produits de meilleure qualité. Vous citiez tout à l'heure la loi Egalim. La loi Egalim vise à développer le recours aux produits bio, de meilleur goût, mais qui sont plus chers. Donc, quand on est à budget constant, il faut que les quantités évoluent pour que ce qui est acheté soit non seulement dans l'assiette, mais surtout dans l'estomac des convives. Juliette Pochard, quel plan d'action efficace pour la cantine ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Je pense qu'il y a deux autres facteurs qui peuvent jouer sur le gaspillage alimentaire. On parlait de la qualité des repas, mais je pense qu'il y a aussi le fait que souvent les enfants ne savent pas trop ce qu'ils ont dans leur assiette parce qu'ils n'ont pas forcément reçu une éducation au goût, une éducation alimentaire chez eux. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus et c'est effectivement le rôle des animateurs et des encadrants sur la pause méridienne de participer à cette éducation au goût, donc expliquer que le légume qui se trouve dans l'assiette de l'enfant, il l'a peut-être jamais vu, jamais rencontré chez lui, donc expliquer ce que c'est, l'inciter à goûter, etc. Ça peut faire la différence. Après, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir, je sais qu'il y a des écoles qui le font et avec lesquelles ça a marché, c'est de pouvoir associer les enfants à l'élaboration des menus. Donc il y a des écoles qui font des sortes de commissions menus dans lesquelles des représentants des élèves sont présents. Et donc l'idée c'est de discuter ensemble de menus qui pourraient plaire à tous. Qui ne demandent pas des steaks frites tous les jours. Ça marche après. Faisant les frites, maintenant c'est une fois par mois seulement. Les frites, c'est une fois par mois seulement ? Ouais. Ah, je ne savais pas. Ah bah je préférais mon époque alors. changé. Ça a bien changé. Nous on avait droit à des frites tous les jours, c'était le self, on avait droit à des frites tous les jours. Effectivement, mais qui sont en accord avec les préconisations diététiques, effectivement. Mais en tout cas, de les associer à la démarche, les élèves, en général, c'est quelque chose qui porte ses fruits. Jérôme Perrin. Je voulais dire aussi que il y a donc, on découvre par là même que le repas, la pause méridienne, est un moment de pédagogie tout autant que les cours en classe. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que les données que nous communiquons, et les données de gaspillage, et les données de transformation des aliments en biogaz et en fertilisants organiques, soient communiquées non seulement à l'entrée du restaurant scolaire, mais également aux enseignants, que les enseignants s'emparent de ces données. Ils ne sont pas, souvent, la plupart d'entre eux ne consomment pas leur repas en restaurant scolaire. Mais, en revanche, leurs élèves, eux, le font. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très productif, c'est quand les enseignants s'emparent de ces données, les récupèrent et les intègrent dans leur enseignement. Et du coup, les convives comprennent que cet acte de tri et cette sensibilisation à la réduction du gaspillage, on va leur en parler aussi pendant le cours, à l'occasion, par exemple, en SVT d'un cours sur les énergies et les énergies renouvelables, ou en économie, un cours sur l'économie circulaire. Jérôme, Juliette, j'aimerais vous montrer cette vidéo. Attention, c'est très rapide, c'est une vidéo issue du réseau social TikTok. Bonjour, voici tous les fruits que j'ai récupérés sur le plateau aujourd'hui. Alors les fruits qu'on récupère, on les récupère pas. Ça part à la poubelle. Voilà. On n'a pas le choix, c'est les règles. Bon appétit. On n'a pas le choix, c'est la loi bon appétit, on va encore voir ça très longtemps. Alors, à ce sujet, autre technique, toute simple, un petit appareil qui permet de couper les fruits en 4. Pourquoi proposer systématiquement un fruit complet à des enfants qui vont n'en manger qu'un quart ? Donc, nous, on préconise dans les cantines que les fruits soient présentés dans des compotiers en quart, et l'enfant peut en choisir autant qu'il veut. S'il en veut 8 ou 10, qu'il en prenne. Mais en revanche, et nous, grâce à ce petit geste,
avec un empièceur, ça prend très peu de temps au personnel de restauration de préparer cela. Eh bien, grâce à on est arrivé à réduire le gaspillage sur les fruits de 30%. Avec Juliette Pochard, avec votre programme, quid de la sensibilisation auprès des enfants, mais je pense aussi aux parents et dans une moindre mesure, bien évidemment, les personnels de cantine. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait monsieur sur la nécessaire intégration de la sensibilisation en classe. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec le programme Mon école anti-gaspi, puisqu'on a créé un kit enseignant donc pour permettre aux enseignants. Alors nous, on est plutôt sur les écoles primaires et plutôt sur du cycle 3, CM1, CM2, mais on a proposé un programme, un parcours pédagogique qui permet d'intégrer le gaspillage alimentaire dans les programmes scolaires. Et effectivement, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a plein de manières de rattacher le sujet au programme scolaire. On peut en parler en sciences, effectivement, quand on parle de toutes les ressources qui sont utilisées pour produire de la nourriture. Donc quand on produit du pain, on utilise de l'eau, on utilise de l'électricité. Donc en fait, jeter un morceau de pain, c'est pas que jeter le morceau de pain, c'est aussi jeter toute l'eau, etc. On peut aussi en parler en géographie, consommer en France, quand on explique, vous en parliez dans votre introduction, que le gaspillage alimentaire arrive à toutes les étapes du champ jusqu'à l'assiette, et donc qu'il y a plein de solutions qui peuvent être trouvées. Et on peut aussi en parler dans une discipline qui s'appelle l'EMC, qui est l'éducation à la citoyenneté, en apprenant aux enfants, en leur faisant se rendre compte qu'il existe plein de gestes anti-gaspi qui peuvent mener à l'école, mais aussi à la maison, et en réalisant par exemple des chartes d'engagement ou des choses comme ça. Donc il y a effectivement plein de choses qui peuvent être travaillées aussi en classe et aussi en périscolaire. Donc le périscolaire, c'est tous les animateurs qui vont s'occuper des enfants sur la pause méridienne, mais pas que. Aussi après la classe, le matin avant la classe, etc. Et il y a aussi, nous, on a créé plein de jeux, donc des jeux de société, plutôt des choses très ludiques, autour des fruits et légumes moches, autour des astuces anti-gaspi, etc. Donc il y a vraiment, je dirais, 3 temps forts à l'école qui peuvent servir à sensibiliser au gaspillage alimentaire. La classe, la cantine et le périscolaire. L'info en plus avec Mathilde. Ma chère Mathilde, on a parlé de pas mal d'initiatives sur ce plateau. Il y en a une, et mon petit doigt me dit qu'elle va se faire, j'ai l'impression, à bicyclette. Et oui, vous avez raison. Il s'appelle Nicolas, il est agent municipal à Hermont, dans le Val d'Oise. Et il a trouvé la solution pour endiguer ce phénomène de gaspillage alimentaire. Et votre petit doigt, effectivement, avait raison, Patrice. Nicolas enfourche son triporteur. Il fait le tour des cantines scolaires, des commerçants, pour collecter les produits invendus, pour ensuite les redistribuer dans une épicerie solidaire de la commune. Et puis, en plus de les récolter, parce que c'est bien, mais en plus, il les trie. Et concrètement, alors pour vous donner une petite idée, il regroupe les fruits abîmés, que l'on ne peut pas consommer forcément frais comme ça, eh bien il en fait il les utilise pour faire des smoothies, par exemple. Voilà, c'est plutôt une bonne idée. Alors son triporteur peut contenir jusqu'à 200 kilos de marchandises. Ce sont les cantines scolaires, son plus gros fournisseur pour justement son épicerie solidaire. Alors pour vous donner une petite idée, eh bien Nicolas explique son concept. Regardez. J'organise mes récupérations en 3 tournées. La première auprès des 7 écoles de la ville d'Hermont, où je passe 2 fois par semaine à la fin des services pour récupérer ce qui n'a pas été consommé. Le deuxième axe se passe au marché, où vous me retrouverez à la fin pour récupérer les fruits et légumes invendus ou à consommer très rapidement. Et enfin, pour finir, je me rendrai auprès des commerçants sédentaires qui pourront me joindre directement et me solliciter pour récupérer leur invendu. Ces collectes terminées, je me rends directement à l'épicerie sociale pour permettre aux usagers de bénéficier rapidement des produits récoltés. Voilà, Nicolas, agent municipal que l'on peut retrouver donc à Hermont. Jérôme, c'est le genre d'initiative que vous encouragez justement avec ce circuit court ? Absolument, absolument. Et peut-être un petit passage un peu politique. Nous sommes dans une situation de conflit grave et on parle beaucoup du gaz russe et de l'enjeu qu'on a de vouloir essayer de réduire notre dépendance vis-à-vis du gaz de M. Poutine. On parle du gaz, du pétrole, mais pas trop des famines qui se profilent ? Certes, mais sur ce point-là précis, les élèves qui sont dans les écoles que nous desservons, dans lesquelles nous intervenons plutôt, en favorisant le tri des déchets, et la valorisation à 100% de ces déchets favorise la production de biogaz. Vous savez peut-être, ou pas, vous êtes parisien, que 1 à 2% du gaz
que vous consommez chez vous, dans votre chaudière ou dans votre gazinière, est issu de la méthanisation de déchets alimentaires et n'est pas importé de Russie. Juliette Pochard, quel est votre sentiment sur... Je vais vous donner un chiffre, 1,3 milliard tonnes d'aliments sont gaspillés chaque année. On parlait justement de cette situation au niveau mondial. Soit 41 tonnes qui sont jetées chaque seconde, un tiers de la production alimentaire mondiale. Quelle action sur le plan global? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'école, mais j'imagine qu'il faut aussi agir, à commencer par la maison, non? Oui, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place à la maison. Et c'est ce qu'on essaie de voilà, faire aussi réfléchir les enfants à ça en classe et lors des animations périscolaires. On essaie aussi de faire le lien avec les familles, vous en parliez tout à l'heure. De pousser les enseignants à proposer aux élèves des petits défis familiaux à faire une fois que la séance a été faite en classe. Et effectivement, on peut faire plein de choses à la maison. Ça passe de une meilleure gestion des quantités, donc penser à faire des listes de courses, faire attention aux promotions parfois alléchantes dans les magasins qui nous poussent à consommer trop. Mais c'est aussi apprendre à bien conserver ces aliments. Alors, parfois on l'ignore, mais il y a plein de fruits et légumes qui ne vont pas au réfrigérateur. Notre réfrigérateur est organisé selon différentes températures et donc il y a certains aliments qui se conservent plus froids que d'autres, etc. Il y a plein de petites astuces comme ça. C'est aussi apprendre à cuisiner anti-gaspi, donc pouvoir être créatif. Avec les restes, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, sur la page Instagram de Too Good To Go, si vous avez envie de trouver des astuces anti-gaspi, on en a des milliers, des centaines, plutôt des centaines. Mathilde est fan, hein, voilà, je précise. Voilà. Il va tout le temps, Mathilde. Super. Et donc, ouais, on donne pas mal de contenu de sensibilisation pour faire plein de choses à la maison. Donc, voilà, il y a des choses à faire en amont pour gérer la quantité et après pour revaloriser la nourriture avant qu'elle ne soit jetée. Jérôme, on peut espérer demain que ce sera nos enfants qui éduqueront les parents ou pas? Mais c'est pas demain. Cher monsieur, c'est aujourd'hui. Et nous avons depuis très longtemps, et c'est pour ça que nous sommes soutenus dans les communes où nous intervenons, parce que les élus ont compris que effectivement cette implication des enfants qui, passé la porte de l'école, redeviennent des enfants à leur domicile, et la capacité de contamination positive des enfants vis-à-vis de leurs parents est un moyen de préparer la deuxième étape. On a parlé de la loi Grenelle 2 pour les professionnels, mais nous avons une étape très importante. Au plus tard, le 31 décembre 2023, nous devons tous être organisés pour trier chez nous. Eh bien, nous travaillons déjà avec les écoles dans certaines communes pour anticiper cette date et faire que l'acte de mobilisation des enfants dans leur cantine soit transféré dans l'acte de mobilisation dans la cuisine. Et nous mettons ça en pratique puisque nous intervenons aussi dans des immeubles collectifs. Un grand merci à tous les deux. Jérôme Perrin, associé fondateur de Love Your Waste, et Juliette Pochard, qui, je rappelle, est responsable éducation chez Too Good To Go, l'application, et bien sûr ce programme spécifique dont on a parlé pour l'anti-gaspi à l'école. Merci à tous les deux. Mathilde, je vous retrouve demain. Mais oui, avec plaisir. Excellente journée en notre compagnie sur School TV. À très vite.